Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des sorties livresques du mois de novembre qui m'intéressent. J'en ai sélectionné 10. Surtout en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des 10 romans dont je vais vous parler, s'ils font partie de votre wishlist ou pas. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager également, ça me fait toujours très plaisir de connaître vos envies. Et puis si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji argent, puisque là on va encore une fois faire flamber la carte bleue. En tout cas, par avance, je tiens à vous remercier comme d'habitude pour votre implication et votre participation sous mes vidéos. Ça me fait toujours très chaud au cœur, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça me soutient et ça me motive énormément. Donc merci beaucoup. Alors on est parti tout de suite, je vais vous présenter le premier roman qui m'intéresse pour ce mois de novembre. Il sortira en date du 1er novembre et il s'agit d'une suite dont je n'ai pas encore lu le premier tome, mais je le possède et donc j'ai envie de le découvrir. Et là, le second tome va arriver, il s'agit de Souveraine, donc le tome 2, écrit par Laura Sébastien et publié chez Casterman. Je vais vous faire un résumé du tome 1, puisque bien évidemment je ne vais pas vous spoiler la suite pour vous et pour moi, puisque je ne l'ai pas encore lu. On va suivre une impératrice qui a eu 3 filles. Ces 3 filles s'appellent Sophronia, Daphné et Béatrice. Elle les a élevées toute leur vie dans un seul but. Donc déjà, elle leur a inculqué l'art du mensonge, l'art de la séduction, l'art de la manipulation. Leur but à elle va être d'épouser les héritiers des monarchies voisines afin ensuite de pousser ces différents royaumes à la guerre afin que leur mère, l'impératrice, puisse régner seule sur tous ces royaumes. Ces 3 sœurs du coup sont envoyées en territoire hostile finalement et elles vont essayer elles-mêmes déjà de s'affranchir un petit peu de cette emprise machiavélique que possède leur mère sur elles. Elles veulent devenir maîtresses de leur propre destin, sauf que contrecarrer les plans de l'impératrice, c'est un peu plus compliqué que ce que l'on pourrait imaginer et donc je pense qu'il va y avoir pas mal d'intrigues, pas mal de complots et puis aussi les sentiments peut-être qui vont naître dans le cœur de ces 3 jeunes sœurs et puis peut-être de leur époux, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air assez intéressant puisque, encore une fois, des complots de cour, des intrigues politiques, des manipulations, ce genre de choses, ça m'intéresse énormément. Pour le roman suivant, il s'agit du premier tome du Royaume des Corbeaux, écrit par Olivia Wildenstein et publié chez Corrigan. Ce roman sortira en date du 2 novembre. On va y suivre Fallon, qui est une jeune femme mi-faée, mi-humaine, qui mène une vie plutôt assez misérable et elle travaille dans une taverne pour subsister aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des Fae, qui sont donc des Fae au sang pur, à l'exception de Dante, qui est le prince de Luce, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Malheureusement, un amour entre un prince et il moins que rien est impossible, jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine à son tour, à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser le roi actuel et ainsi monter sur le trône, accompagnée donc de son prince bien-aimé. Mais réveiller une bête qui possède des pouvoirs assez extraordinaires et qui est endormie depuis des siècles, ça pourrait être une quête assez dangereuse. Voilà, je n'en sais pas plus que cela, ça m'a l'air tout à fait intéressant. Ensuite, en date du 8 novembre, sortira un roman écrit par Erin Kova dans la collection Poche de chez Hugo, ça s'appelle Cœur pirate. On va y suivre Morgan Kerr, qui est un pirate redoutable des mers du Sud et qui est de retour à Lys, un royaume de l'excellence et de la démesure. Il revient donc à Lys 5 ans après les événements qui ont fait de lui un fugitif et il est bien décidé à laver son nom et pour y parvenir, il a une cible, Victoire de Torcy. Victoire, elle, est la fille du chancelier du roi. Elle n'a que faire de tous les bals somptueux, les réceptions, etc. Elle n'a qu'une idée en tête, c'est se venger du meurtrier de sa mère. Le problème, c'est qu'elle ne connaît ni son nom et ni son visage, donc ça risque d'être assez compliqué pour elle. Lors du dernier bal de la saison, Victoire rencontre un bel étranger qui commence à lui faire tourner la tête et qui pourrait bien lui permettre de mettre sa rancœur de côté, mais elle réalise trop tard que cet individu, plus séduisant que de raison, n'est pas venu à Lys seulement pour danser. Il va y avoir une histoire d'enemies to lovers, j'imagine, puisque dans le résumé, on dit que alors que l'attirance se mêle à la haine, Morgan et Victoire parviendront-ils à accomplir leur vengeance? Voilà, je ne sais pas trop ce qui va en ressortir. Est-ce que c'est vraiment que de la romance ou il y a quand même un petit peu de fantaisie autour? Je ne sais pas trop dans quelle catégorie ce roman va se classer, mais en lisant le résumé, ça m'intéresse puisqu'il y a des histoires de pirates
pirate. Donc j'espère que on va rester sur cette idée de piraterie. Et puis d'un autre côté, on a la fille du chancelier du roi, donc avec des bals somptueux, fastueux, et donc peut-être qu'il y aura des intrigues politiques. En tout cas, je l'espère fortement. En date du 8 novembre, toujours, sortira une bande dessinée que j'adore. Il s'agit du 4e tome du Grimoire d'Elphie, écrit et dessiné par Audrey Alouette, Charleston et Millie Ludwin, et c'est publié aux éditions Draco. Je vais peut-être pas vous parler forcément énormément de cette bande dessinée. En tout cas, sachez que j'apprécie énormément cette petite bande dessinée qui est toute douce, très drôle et avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, de fraternité, etc. Et à chaque tome, eh bien, Elphie, que l'on suit, vit une petite aventure avec ses 2 sœurs. Pour rappel, sa grande sœur les a recueillies à la suite de la mort de leur mère. Elle a acheté un bus anglais qu'elle a transformé en librairie et en fait elle parcourt la France afin de vendre des livres. Et Elphie, elle, a hérité d'un grimoire de la part de sa mère qui lui permet d'avoir certains pouvoirs et notamment le pouvoir de donner la vie aux origamis qu'elle fabrique. Et voilà, et ça va l'aider. Bref, c'était toujours à chaque fois une petite bouffée de fraîcheur de lire cette bande dessinée, donc j'ai hâte de découvrir celle-ci. Ce tome 4 s'appelle Le trésor de la tricomancienne et on va suivre donc Elphie et ses sœurs qui arrivent dans les Pyrénées. Elles y retrouvent leur grand-père qui est un berger montagnard et elle va y découvrir le secret de sa grand-mère qui était une magicienne et qui elle faisait passer sa magie à travers des tricots. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qui va se passer, quelle est l'intrigue ensuite parce qu'il y a toujours une petite enquête dans cette bande dessinée. Je ne veux pas le savoir, j'ai hâte en tout cas de la découvrir, donc très prochainement le 8 novembre. En date du 9 novembre sortira un roman chez De Saxus qui m'intrigue énormément parce que je ne sais pas trop encore une fois dans quelle direction l'histoire peut nous emmener. Il s'agit de Babel, écrit par R.F. Kuang et donc publié comme je vous l'ai dit chez De Saxus. Ici on va parler de traduction évidemment, Babel, et le résumé est un petit peu complexe donc je vais vous le lire, ça sera beaucoup plus simple. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. 1828. Un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Voilà, je ne sais pas dans quel genre, encore une fois, ce roman va se situer, mais ça m'intrigue quand même pas mal et je pense que je le lirai. Alors, honnêtement, je ne pense pas que je l'achèterai forcément ce mois-ci, que ce sera ma première dépense, en tout cas la plus importante, celle que j'attends avec le plus d'impatience, mais il n'empêche que ça m'intrigue quand même pas mal et j'ai hâte d'avoir les retours des lecteurs pour savoir justement s'ils ont aimé ou pas cette histoire. Le 15 novembre sortira chez Corrigan le tome 1 des légendes de Tesmar, écrit par Hélène Schurer, je ne sais pas comment ça se dit. Dans cette histoire, on va suivre Althea Zolter, qui est une jeune femme et qui n'a que 3 ans pour devenir ce qu'elle rêve de devenir, à savoir une guerrière légendaire. Sauf que dans son royaume, les femmes n'ont absolument pas le droit de manier les armes et donc elle s'est entraînée toute sa vie dans le secret. À présent, elle se bat pour assurer sa place au sein de la guilde d'élite qui est chargée de la protection des 5 royaumes. Mais l'entraînement est dur et mortel même pour certains. Et ce qui est aussi assez dangereux, c'est qu'elle est irrémédiablement attirée par son instructeur qui s'appelle Wilder Hawthorne et qui lui ne voulait absolument pas d'une femme dans sa garde. Autour d'eux, petit à petit, eh bien, les complots politiques se font de plus en plus forts et la guerre menace de plus en plus leur royaume. On parle à un moment donné d'un champion de Tesmar, donc est-ce que Althea va réussir à devenir ce champion de Tesmar? Je ne sais pas quel est son rôle exactement, mais est-ce qu'elle va réussir ce test et devenir la championne ou pas? Et puis est-ce que donc cet ennemi maléfique qui pointe le bout de son nez aux frontières de son royaume, est-ce que ça va remettre en question toute sa vie? Est-ce que ça va menacer son rêve avant même qu'il ne commence? Bref, on ne sait pas. Ça reste là aussi assez énigmatique et ça m'intrigue
énormément. Alors ensuite, en date du 15 novembre, sortira le tome 2 de La Guerre des Royaumes, écrit par L.J. Andrews et publié encore une fois chez Corrigan. J'ai lu le premier tome il y a quelques temps, quand il est sorti, ça m'avait beaucoup plu, mais je vous avais dit dans ma chronique que je trouvais que dans l'évolution et dans la dynamique qu'il y avait entre Élise et le fameux homme qui devait se charger de lui trouver un mari, en fait finalement, Légion, que ça ressemblait énormément à la dynamique de la relation qu'il y a en tout cas dans le tome 1 du sang et la cendre. Voilà, ça je me rappelle de ça. Après, honnêtement, je me rappelle de pas grand chose dans cette histoire, à part que je l'avais lu très rapidement, que c'était très addictif et que j'avais sur le coup beaucoup apprécié. Mais après plusieurs mois, je dois vous dire que je ne m'en rappelle pas beaucoup. Donc j'espère que j'arriverai à trouver un résumé spoilant, ou alors que en lisant le tome 2 très rapidement, les événements et les différents personnages me reviendront en mémoire, je ne sais pas. En tout cas, donc je vais vous résumer un petit peu plus en détail quand même le tome 1. On y suit Élise, qui est une jeune femme rebelle et c'est la nièce du roi. Et un jour, ce roi qui est assez excédé par le comportement de sa nièce, qui elle n'en a rien à faire des convenances, elle aime bien aller dans les tripots pour jouer, elle aime bien s'entraîner à manier les armes, etc. Bref, voilà, elle n'est pas du tout la nièce du roi sage et naïve que l'on pourrait attendre de la nièce d'un roi. Et donc il décide de confier une mission à Légion Grey, qui est un homme qui apparaît de nulle part et qui est un commerçant, quelque chose comme ça il me semble. Et sa mission à cet homme, donc à Légion, ça va être de sélectionner, de choisir le prétendant que devra épouser Élise. Sauf que pour pouvoir choisir le prétendant d'Élise, ils vont devoir passer pas mal de temps ensemble et forcément des sentiments entre eux vont naître. Sauf que en parallèle, eh bien il y a plein de menaces qui rôdent autour de leur royaume. Il va peut-être y avoir une guerre, quelque chose comme ça, et surtout il va falloir qu'Élise choisisse en fait la vie qu'elle veut mener. Elle va devoir choisir pour quel camp elle va devoir se battre. Le 15 novembre sortira le tome 12 de l'Atelier des Sorciers, écrit par Kamome Shirahama et publié chez Pika. Je ne vais pas vous en reparler, c'est un tome 12, je n'ai pas lu jusque là, je crois que je me suis arrêtée au tome 6, donc je dois lire le tome 7 prochainement. Mais en tout cas, je vous le signale, puisque moi je pensais qu'il n'y en aurait que 10 et il y en a déjà 12, donc du coup voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin j'espère, je ne sais pas trop. En date du 16 novembre sortira le tome 1 d'une saga, je ne sais pas combien de tomes il y aura, qui s'appelle Créatures Fantastiques. C'est écrit par Kiyash Mansef et c'est publié chez De Saxus. On va y suivre dans ce monde bien plein de créatures fantastiques, mais qui sont cachées à la vue de tous. Marjan, lui, ne pensait pas que les contes que son père lui racontait étant petit étaient réels, jusqu'à ce qu'il se retrouve nez à nez avec un griffon blessé dans un manoir anglais. On lui annonce alors que son père assassiné n'était pas un vétérinaire ordinaire, mais qu'il veillait sur les créatures fantastiques cachées à la suite des humains. Sous choc, évidemment, Marjan apprend qu'il doit prendre sa place. Le problème, c'est que plus il soigne ces créatures fantastiques, plus il s'approche d'une vérité extrêmement dérangeante. Marjan se pose plusieurs questions, et notamment quelle est cette société mystérieuse qui acquiert les créatures fantastiques, comment faire pour les sauver, et surtout, qui a tué son père. Donc on part dans une quête de vérité qui m'a l'air assez intéressante. Et enfin, le dernier roman dont je souhaite vous parler sortira le 30 novembre chez De Saxus et c'est la suite du sang et la cendre qui s'appelle Une ombre dans la braise. C'est écrit par Jennifer Ellermann-Trott et donc publié chez De Saxus. Je vous avais dit, je crois quand je vous en avais parlé de la sortie du tome 4, je vous avais donné un nom, je ne sais plus lequel, peut-être La Guerre des deux reines, quelque chose dans le genre. Sauf que en fait, il y a tellement de romans dans cette saga que je ne sais pas trop dans quel ordre c'est publié. Donc là, en lisant le résumé de ce roman qui s'appelle donc Une ombre dans la braise, je me suis aperçue que ça n'était pas tout à fait la suite de la première trilogie, je vais l'appeler comme ça, parce qu'à la fin quand même du tome 3, on sait qu'il va se passer autre chose et ça n'est pas terminé, donc on veut savoir la suite. Sauf que là, ça n'est pas directement la suite, puisque dans ce tome, on va suivre Seraphena Mierel, qui doit abandonner sa vie pour devenir la consort de Nyktos, qui est donc le dieu de la mort. Sauf que elle a un secret, c'est que elle a été élevée toute sa vie, encore une fois, c'est toujours un peu la même histoire, elle a été élevée toute sa vie afin de devenir une arme, pour devenir en fait l'assassin parfait, afin de tuer justement Nyktos, le dieu de la mort. Elle n'a pas d'autre choix que de faire cela, puisque si elle échoue, eh bien elle condamne son propre royaume à la destruction. Évidemment, tout était parfaitement planifié jusqu'à Nyktos, puisque lorsque elle va le rencontrer, une passion débordante va s'emparer d'elle. Son destin, sa vie, son cœur, son esprit, son âme, tout ça, tout va être remis en question parce qu'elle a une mission pour sauver son peuple, son royaume. Et d'un autre côté,
son cœur est totalement déchiré à l'idée de tuer Nyktos. Donc voilà, je pense qu'on va suivre cette histoire-là. Je ne sais pas trop ensuite comment elle va ramener cette histoire à l'histoire de Poppy et de Hawk. Est-ce qu'on va les voir d'ailleurs? Je ne sais pas. Ça m'intrigue, j'ai hâte de le découvrir. J'espère que j'arriverai à un peu mieux intégrer l'histoire et comprendre un peu tout ce qui se passe parce que le tome 3, ça avait été un peu une déception parce que j'avais pas forcément tout bien compris. C'était un peu flou pour moi certaines choses. Donc j'espère que là, je comprendrai un peu mieux et que ça sera toujours aussi bien écrit que la première trilogie. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez acheter les romans dont je vous ai parlé. Et puis surtout, vous, si les vôtres ne sont pas dans ma liste, n'hésitez pas à les partager. Ça me fait toujours très plaisir. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji argent. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!